Imaginez ceci. Vous êtes éveillé à 3 heures du matin, allongé, fixant votre téléphone, attendant une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Votre poitrine se serre, votre esprit tourne en rond avec 1000 possibilités, et vous vous posez la même question torturante qui hante l'humanité depuis des siècles. Comment cesser de se soucier quand quelqu'un cesse de se soucier de vous? Qu'il s'agisse d'un partenaire amoureux qui s'est éloigné, un ami qui est détaché ou un membre de la famille qui a choisi le silence plutôt que la connexion, nous avons tous vécu ce moment où nous réalisons que nous nous accrochons à quelque chose qui est déjà parti. L'emprise que nous exerçons sur ces relations devient une prison de notre propre fabrication, et la clé de la liberté ne réside pas dans le fait de moins se soucier, mais dans le fait de se soucier autrement. Il y a 2000 ans, un empereur romain nommé Marc Aurèle a été confronté à ce même dilemme humain. Tout en commandant des légions et gouvernant un empire, il luttait avec la question fondamentale de savoir comment préserver la paix intérieure lorsque le monde extérieur, y compris les personnes que nous aimons, refuse de coopérer avec nos désirs. Ces réflexions, forgées dans le creuset du pouvoir et des responsabilités, nous offrent une feuille de route vers la liberté émotionnelle qui ne requiert pas de devenir froid ou indifférent. Les stoïciens comprenaient quelque chose que nous oublions souvent dans notre poursuite moderne du contrôle. Notre plus grande souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de notre résistance à ce qui nous arrive. Ils ont découvert que le détachement émotionnel ne consiste pas à fermer son cœur. Il agit de reprendre votre pouvoir de choisir comment vous réagissez aux inévitables changements de la vie. Aujourd'hui, je veux partager 5 principes stoïciens qui peuvent transformer votre rapport à attachement, et vous rendre autonomie émotionnelle que vous avez peut-être inconsciemment abandonnée. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits. Ce sont des outils pratiques testés par le temps et éprouvés par ceux qui ont osé les appliquer. Le premier principe remet en question tout ce que on nous a appris sur le fait de accrocher aux personnes que nous aimons. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que nous voyons n'est que perspective, non vérité ». Réfléchissez-y un instant. La relation à laquelle vous vous accrochez, l'amitié que vous tentez désespérément de préserver, la connexion amoureuse que vous avez peur de perdre, toutes existent principalement dans votre perception de ce qu'elles signifient et de ce qu'elles devraient être. J'ai appris cette leçon à mes dépens à travers une amitié qui avait ancré ma vie pendant plus de 10 ans. Nous avions traversé ensemble des changements de carrière, des ruptures amoureuses et des crises familiales. Je croyais que notre lien était incassable, permanent, quelque chose sur quoi je pouvais compter, peu importe ce que la vie nous réservait. Mais les relations, comme tout dans cet univers, sont régies par la loi de l'impermanence. Les fissures sont apparues subtilement. Les réponses à mes messages sont devenues plus courtes. Les projets étaient annulés plus fréquemment. La conversation facile que nous partagions autrefois semblait forcée, raide. Au lieu d'accepter ce qui se passait, j'ai resserré mon emprise. J'ai lancé davantage de conversations, suggéré plus d'activités, œuvré plus durement pour maintenir ce qui s'évanouissait clairement. Avez-vous déjà essayé de tenir du sable dans votre main? Plus vous serrez, plus il s'échappe rapidement entre vos doigts. Tel est le paradoxe de l'attachement. Plus nous essayons désespérément de préserver quelque chose, plus nous la détruisons rapidement. Mon ami ne se détachait pas parce qu'il ne se souciait plus de moi. Il se détachait parce qu'il ressentait ma détresse, mon besoin de contrôler l'évolution naturelle de notre connexion. Le moment où j'ai cessé de lutter contre le changement a été celui où j'ai trouvé la paix. Je n'ai pas cessé de me soucier de mon ami. J'ai cessé d'essayer de forcer notre relation à rester statique dans un monde dynamique. J'ai accepté que notre lien intense avait rempli son rôle dans nos vies et que cette acceptation nous libérait tous les deux pour apprécier ce que nous avions partagé, sans exiger que cela dure pour toujours. C'est la première règle du détachement émotionnel. Acceptez l'impermanence. Tout dans votre vie, chaque relation, chaque sentiment, chaque circonstance, est temporaire. Ce n'est pas une vérité déprimante,
C'est une vérité libératrice. Lorsque vous comprenez vraiment que rien ne dure éternellement, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de le rendre éternel. Vous pouvez aimer pleinement sans l'angoisse de la perte, parce que vous avez déjà accepté que la perte est inévitable. Mais accepter l'impermanence n'est que le début. Le vrai travail commence lorsque vous apprenez à maîtriser les histoires que votre esprit se raconte sur ce que cette impermanence signifie. Marc Aurèle enseignait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Cela pourrait être l'idée la plus révolutionnaire de toute la psychologie humaine. Pourtant, nous l'ignorons constamment dans notre vie quotidienne. Permettez-moi d'illustrer ceci avec un scénario qui pourrait vous sembler familier. Vous envoyez un message sincère à quelqu'un qui vous est cher. Des heures passent sans réponse. Puis, un jour s'écoule. Votre esprit commence sa danse interprétative habituelle. Il m'ignore. J'ai dit quelque chose de mal. Il perd de l'intérêt. Cette relation est terminée. Observez ce qui se passe ici. Le fait, la seule vérité vérifiable, est que vous avez envoyé un message et N n'avait pas reçu de réponse. Tout le reste est une fiction. Des histoires que votre esprit invente pour combler le vide de l'incertitude. Mais ces histoires paraissent si réelles, si convaincantes, que vous commencez à y réagir comme s'il s'agissait de faits. Votre anxiété monte en flèche, votre comportement change, et vous finissez peut-être par agir d'une manière qui crée précisément le résultat que vous redoutiez. Je me souviens avoir attendu 3 jours que un ami réponde à ce que je pensais être un message important. Durant ces 3 jours, j'ai élaboré un récit complexe sur la fin de notre amitié, sur comment j'avais franchi des limites, sur le fait qu'il devait probablement parler à des autres personnes de quel fardeau J.A. était devenu. Au moment où il a finalement répondu par une simple excuse, « Désolé, je suis débordé au travail », J avait déjà fait le deuil de notre amitié, et J était prêt à M, éloigner totalement. C'est ainsi que nous nous torturons, pas avec la réalité, mais avec les histoires que nous nous racontons à son sujet. Les stoïciens ont développé une technique puissante pour briser ce cycle. Ils apprenaient à marquer une pause entre le stimulus et la réponse, à examiner leurs pensées comme agissait de preuve dans une salle d'essai-audience. Quand vous surprenez votre esprit à tisser des histoires sur le comportement de quelqu'un, demandez-vous quels sont les faits ici. Débarrassez-vous des interprétations, des suppositions, du sens que vous ajoutez aux simples données brutes de l'expérience. En général, vous constaterez que les faits sont beaucoup moins dramatiques que vos histoires. Une réponse tardive n'est qu'une réponse tardive. Un plan annulé n'est qu'un plan annulé. Une période de distance n'est qu'une période de distance. Lorsque vous cessez d'ajouter des couches de signification à ces événements neutres, vous cessez de vous infliger une souffrance inutile. Mais qu'en est-il de se préparer à la souffrance qui pourrait réellement survenir? Cela nous amène à l'une des pratiques stoïciennes les plus mal comprises. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé Premeditatio Malorum, la préméditation du malheur. Pour les oreilles modernes, cela ressemble à une recette pour l'anxiété et la dépression. Pourquoi imaginer délibérément perdre les personnes et les choses que vous aimez? N'est-ce pas s'inviter une souffrance dans la vie? La réponse réside dans la différence entre la peur et la préparation. La peur survient lorsque nous sommes pris de court par la perte. La préparation survient lorsque nous avons mentalement répété comment nous réagirions à cette perte, si elle arrivait. Il y a plusieurs années, mon ami le plus proche a reçu une offre d'emploi qui, elle, obligeait à déménager à elle, autre bout du pays. Au moment où il m'a annoncé cette opportunité, j'ai senti cette panique familière monter dans ma poitrine. Cette personne avait été mon ancre durant certaines des périodes les plus difficiles de ma vie. L'idée de perdre l'accès quotidien à nos conversations, à nos expériences partagées, à notre complicité effortless me semblait insoutenable. Au lieu de rejeter ses pensées ou essayer de le convaincre de ne pas accepter le poste, j'ai commencé une pratique différente. Chaque matin, je consacrais 5 minutes à imaginer ma vie sans sa présence.
Je visualisais l'espace vide, où nos cafés réguliers avaient l'habitude d'avoir lieu. J. Imaginait elle, appel de mes nouvelles, et me heurtait à sa messagerie vocale au lieu de une conversation immédiate. Je me l'imaginais lors des fêtes et des célébrations, sans son rire familier. Ce n'était pas de la torture masochiste, c'était une préparation émotionnelle. En répétant mentalement la perte avant qu'elle n'arrive, j'ai progressivement construit une résilience face à la réalité du changement. Quand il a finalement déménagé, 6 mois plus tard, la séparation a été difficile. J'ai quand même ressenti de la tristesse. Mais je n'étais pas dévasté. Je n'ai pas été pris au dépourvu. JT avait déjà fait le travail d'accepter cette nouvelle réalité avant que elle ne devienne la mienne. La visualisation négative nous enseigne que nos attachements reposent sur l'illusion de permanence. Quand nous imaginons perdre ce que nous chérissons, nous commençons à l'accrocher plus légèrement. Nous cessons de le tenir pour acquis. Nous apprécions ce que nous avons tant que nous l'avons, plutôt que de supposer que ça restera là pour toujours. Cette pratique révèle aussi quelque chose de profond sur la nature même de l'amour. Le véritable amour n'exige pas la possession. Il ne réclame pas de garantie, ni de promesse d'éternité. Il apprécie simplement ce qui est, le temps que ça dure. Lorsque vous pouvez aimer quelqu'un tout en acceptant que vous pourriez le perdre, vous l'aimez plus librement, plus authentiquement, sans agenda et avec davantage de grâce. Mais même avec cette préparation, nous nous retrouvons souvent à tenter de contrôler des issues qui ne sont pas de notre ressort. Cela nous conduit à peut-être l'enseignement le plus concret de tous les enseignements stoïciens. Les stoïciens divisaient toute l'existence en 2 catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela paraît simple, mais la plupart d'entre nous vivent dans une ignorance totale de cette distinction fondamentale. Nous nous épuisons à tenter de contrôler les sentiments, les décisions et les comportements des autres, tout en négligeant le domaine où nous avons réellement du pouvoir, notre propre esprit et nos actions. J est passé des années piégé dans ce cycle avec un partenaire amoureux qui se retirait progressivement de notre relation. Je pouvais sentir le changement dans son énergie, les modifications subtiles dans sa façon de me parler, l'espace grandissant entre nous. Au lieu de accepter ces changements comme des informations sur son état intérieur, que je ne pouvais pas contrôler, je me suis lancé dans des tentatives désespérées pour reconquérir son attention et son affection. J'ai organisé des rendez-vous plus élaborés. J'ai envoyé des messages plus réfléchis. J'ai essayé de devenir plus intéressant, plus attirant, plus indispensable. Je scrutais ses réseaux sociaux à la recherche d'indices sur son état émotionnel. J'analysais chaque mot qu'il prononçait pour en déceler un sens caché. Je me mettais à sa disposition à toute heure, espérant que cette disponibilité permanente se traduirait par une reconnexion renouvelée. Tout cet effort était concentré sur la mauvaise cible. J'essayais de contrôler ses sentiments à mon égard, son niveau d'intérêt, sa décision de rester ou de partir. Ces choses étaient entièrement en dehors de ma sphère d'influence. Plus j'investissais d'énergie à contrôler l'incontrôlable, moins J avait d'énergie pour les choses que je pouvais vraiment contrôler. Mon propre sentiment de valeur, mon propre état émotionnel, mes propres choix concernant la façon de répondre à son retrait. La révélation est survenue lorsque J ait cessé de me demander « Comment puis-je le faire, aimer à nouveau ?» et commencé à me demander « Comment puis-je préserver ma dignité et mon respect de moi-même, quelles que soient ses décisions ?» Ce changement d'angle a tout transformé. Au lieu de surveiller son comportement, j'ai surveillé le mien. Au lieu de tenter de gérer ses sentiments, j'ai géré mes réactions face à ses sentiments. J'ai arrêté d'engager des conversations pour tester son niveau d'intérêt. J'ai arrêté d'analyser ses paroles pour y déceler un sens caché. J'ai arrêté de me rendre constamment disponible comme une sorte d'assurance émotionnelle. À la place, je me suis concentré sur le fait de devenir la personne que je respectais, incapable d'aimer ouvertement sans avoir besoin de garantie. Quelqu'un capable d'affronter le rejet sans perdre son estime de soi. Paradoxalement, ce changement de focalisation a temporairement amélioré notre relation. Quand j'ai cessé d'être dans le besoin et dans le désespoir,
Je suis redevenu attirant. Mais plus important encore, j'ai appris que mon bonheur et mon estime personnelle ne dépendaient pas de sa validation. Je pouvais être bien, qu'il choisisse de rester ou non. NT son cours vers la mer. Voilà le pouvoir de se concentrer sur son cercle de contrôle. Vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous aime, mais vous pouvez choisir de vous aimer vous-même. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester, mais vous pouvez choisir de le laisser partir avec grâce. Vous ne pouvez pas contrôler s'il vous répondra par SMS, mais vous pouvez contrôler si vous passez la journée à vérifier frénétiquement votre téléphone ou non. Quand vous réorientez votre énergie de ce que vous ne pouvez pas contrôler vers ce que vous pouvez, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être une victime des choix des autres et commencez à être, auteur de votre propre expérience émotionnelle. Mais parfois, même avec tous ces outils, nous sommes submergés par l'intensité de notre expérience immédiate. Est alors il nous faut la dernière pratique stoïcienne. Art de la perspective. Marc Aurèle se rappelait régulièrement sa place dans le vaste cosmos. Rappelez-vous qu'il y a très peu de choses qui troublent l'univers, écrivait-il. Qu'est-ce que le chagrin, la rage, la peur, sinon une focalisation mal dirigée sur ce qui échappe à notre contrôle? Lorsque vous êtes au milieu d'un tourment émotionnel, quand quelqu'un que vous aimez vous a blessé, rejeté ou abandonné, cela semble être la chose la plus importante qui soit jamais arrivée. Votre douleur occupe tout votre champ de conscience. La relation semble être tout, et sa perte semble être la mort. Mais Aurèle enseignait une manière différente de voir. Il encourageait ce que nous pourrions appeler une perspective cosmique, la capacité de prendre de la hauteur par rapport à votre expérience immédiate et de la voir dans le contexte de toute votre vie. Et votre vie dans le contexte de toute l'existence. J'ai appris cette leçon lors de ce qui a paru être la rupture la plus dévastatrice de ma vie. La relation avait duré 3 ans et avait été marquée par une connexion intense, des rêves partagés, et ce que je croyais être un engagement mutuel pour un avenir commun. Lorsqu'elle a pris fin, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Je ne pouvais pas imaginer un avenir sans cette personne. Je n'arrivais pas à concevoir le bonheur sans sa présence dans ma vie. Pendant des semaines, j'ai vécu dans un état de douleur émotionnelle aiguë. Chaque jour ressemblait à une lutte pour survivre. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. Je ne pouvais pas profiter du temps passé avec des amis. Je ne pouvais pas imaginer me sentir à nouveau complet. La rupture était devenue ma réalité entière, la lentille à travers laquelle je voyais tout le reste. Puis, un soir, alors que je sombrais dans mon désespoir, je me suis posé une question que Marc Aurèle aurait pu se poser. Est-ce que cela sera important dans 5 ans? Cette question a créé une fissure dans ma vision tunnel. J'ai commencé à m'imaginer 5 ans dans le futur. Que serais-je en train de faire? Qui serais-je? Est-ce que cette relation, qui me paraissait si centrale à mon existence, serait encore un élément significatif de mon histoire à ce moment-là? La réponse a été à la fois humiliante et libératrice. Dans 5 ans, cette rupture serait probablement un souvenir lointain, un chapitre de mon histoire personnelle qui aura appris quelque chose de précieux sur l'amour et la perte. La personne que je pleurais serait probablement installée avec quelqu'un d'autre, et je serais probablement reconnaissant que notre relation se soit terminée à ce moment-là, ouvrant la voie à ce qui viendrait ensuite. Il ne agissait pas de minimiser ma douleur, ni de dénigrer l'importance de ce que Ji-chan avait perdu. Il s'agissait de mettre ma douleur en perspective. Oui, cela faisait mal. Oui, cela comptait. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce était que la fin d'un chapitre. Marc Aurèle avait une phrase pour cela. Obstacle à action favorise action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, les obstacles deviennent des opportunités et les fins deviennent des commencements. La rupture qui semblait être une destruction était en fait une reconstruction. La relation qui s'est terminée faisait de la place pour la personne que je devais devenir.
Quand vous pouvez voir votre douleur actuelle dans cette perspective plus large, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'intensité ne diminue pas forcément, mais votre rapport à cette douleur change. Vous cessez de combattre la douleur pour commencer à apprendre d'elle. Vous cessez de voir la perte comme une punition pour commencer à la voir comme une leçon. Vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pour commencer à vous demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne » Cette perspective cosmique ne vous demande pas de vous détacher de la vie. Elle vous permet de vous engager plus pleinement dans la vie. Lorsque vous comprenez que tout est temporaire, vous cessez de perdre votre temps dans des griefs insignifiants et commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous acceptez que la douleur soit temporaire, vous cessez d'en avoir peur et commencez à en tirer parti pour grandir. Les stoïciens comprenaient que la perspective est un choix. Vous pouvez choisir de voir votre rupture comme la fin du monde, ou vous pouvez choisir de la voir comme le début d'un nouveau chapitre. Vous pouvez choisir de voir le rejet comme la preuve de votre indignité, ou vous pouvez choisir de le voir comme une redirection vers quelque chose de mieux adapté pour vous. Vous pouvez choisir de voir la perte comme une punition, ou vous pouvez choisir de la voir comme une préparation à ce qui vient ensuite. Alors que nous arrivons à la fin de notre parcours à travers ces principes stoïciens, je veux aborder une idée fausse courante à propos du détachement émotionnel. Beaucoup craignent qu'apprendre à lâcher prise signifie devenir froid, indifférent ou émotionnellement inaccessible. Ils s'inquiètent que, si l'on cesse de s'accrocher aux relations, on perde la capacité d'aimer profondément. Cette peur repose sur une prémisse erronée. Le détachement émotionnel, tel que les stoïciens le concevaient, ne consiste pas à ressentir moins. Il consiste à souffrir moins. Il ne s'agit pas d'aimer moins profondément. Il s'agit d'aimer plus librement. Quand vous pouvez aimer quelqu'un sans avoir besoin de le posséder, sans exiger de garantie sur l'avenir, sans faire dépendre votre bonheur de ses choix, vous là, aimez plus purement que vous ne auriez pu le faire en vous accrochant à lui. Pensez à la différence entre un poing fermé et une main ouverte. Le poing fermé tient fermement ce qu'il possède, mais il ne peut rien recevoir de nouveau. La main ouverte ne serre peut-être pas aussi fermement, mais elle est libre de donner et de recevoir, de lâcher prise et de saisir au gré des changements de circonstances. C'est la liberté que procure le détachement stoïcien. Non pas la liberté d'être loin de l'éclat amour, mais la liberté d'aimer sans peur, sans désespoir, sans besoin de contrôler les résultats. Lorsque vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un, vous pouvez l'apprécier pleinement tant qu'il est là. Quand vous n'essayez pas de faire durer une relation indéfiniment, vous pouvez en profiter pour ce qu'elle est dès maintenant. Les 5 principes que nous avons explorés. Embrassez l'impermanence. Maîtrisez vos pensées. Vous préparez à la perte. Contrôlez ce qui est en votre pouvoir et maintenir la perspective articule pour créer cette forme de liberté émotionnelle. Ils n'éliminent pas le ressenti. Ils éliminent la souffrance inutile. Ils n'empêchent pas l'attachement. Ils empêchent l'attachement malsain. L'attachement sain apprécie sans posséder. Il savoure sans exiger. Il aime sans demander de garantie. Il fait son deuil sans être détruit par le chagrin. Il lâche prise sans devenir froid. C'est peut-être le plus beau cadeau de la sagesse stoïcienne. La reconnaissance que vous pouvez entretenir des relations profondes et significatives, sans en faire une prison pour vous-même ou pour les autres. Vous pouvez aimer pleinement tout en acceptant que l'amour prenne parfois fin. Vous pouvez investir dans les gens tout en comprenant que tous les investissements ne rapportent pas toujours. Vous pouvez ouvrir votre cœur tout en protégeant votre tranquillité d'esprit. Alors je vous laisse avec la question que Marc Aurèle aurait pu se poser lors de ses réflexions nocturnes dans le palais impérial. Contrôlez-vous vos émotions ou elles vous contrôlent-elles? Êtes-vous l'auteur de votre expérience émotionnelle ou êtes-vous à la merci des choix des autres? Pouvez-vous aimer sans vous perdre dans le processus? La réponse à ces questions détermine non seulement la qualité de vos relations, mais la qualité de votre vie tout entière. Les stoïciens ont découvert que la vraie liberté ne vient pas d'obtenir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez.
Elle ne vient pas d'éviter la perte, mais de l'accepter avec grâce. Elle ne vient pas de contrôler les autres, mais de vous maîtriser vous-même. Cette maîtrise est à votre portée dès maintenant, en cet instant, peu importe qui vous a blessé, qui vous a quitté, ou qui vous a déçu. Votre liberté émotionnelle ne dépend pas de leur choix, elle dépend des vôtres. Et ce choix, contrairement à tant d'autres dans la vie, est entièrement entre vos mains. Le chemin vers la liberté émotionnelle commence par un seul pas. Desserrez votre emprise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et renforcez votre prise sur ce que vous pouvez. Tout le reste en découle, comme l'eau qui trouve naturellement son cours vers la mer.